Ma femme m'a remis les papiers du divorce le jour de Noël. Puis toute sa famille s'est mise à acclamer. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Brett. Quand ma femme m'a remis les papiers du divorce devant sa famille, qui a toujours cru que je n'étais pas assez bien pour elle, ce qu'elle et sa famille ignoraient, c'est que j'avais préparé mon propre cadeau pour elle. Et quand elle l'a ouvert, disons simplement que l'ambiance n'est pas restée aussi joyeuse après ça. Ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est que j'avais déjà joué mon coup des semaines avant qu'ils ne jouent le leur. Je me souviens du jour où j'ai rencontré Angela, avant qu'elle ne devienne ma femme. C'était un jour que ni l'un ni l'autre n'avions prévu. Elle est entrée dans mon garage automobile, ayant besoin d'une réparation rapide pour sa voiture. Il y avait un bruit de claquement provenant de son compartiment moteur et elle m'a dit plus tard que son garagiste habituel n'était pas disponible ce jour-là. C'est la seule raison pour laquelle elle a atterri chez moi. C'est drôle comme la vie est faite. Ce qui semblait être un travail de routine s'est avéré être le début de quelque chose de grand. Après que je me sois occupé du problème et que sa voiture fut réparée, nous avons échangé nos coordonnées. Rien de sérieux à l'époque, mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes restés en contact. Au cours des mois suivants, nos conversations sont devenues plus régulières. Angela travaillait dans une entreprise technologique de taille moyenne. Je gérais mon propre garage, une petite entreprise. Pourtant, j'ai réussi à la séduire. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais elle s'est attachée à moi et nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. À l'époque, tout semblait parfait alors que nous découvrions les choses un jour à la fois. Mais les choses ont commencé à changer une fois que le mariage est entré dans la conversation. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer que tout le monde ne nous soutenait pas. Dès le tout début, sa famille ne m'a jamais pleinement accepté. J'ai essayé de ne pas laisser ça m'affecter. Je me disais, elle-même. C'est tout ce qui compte. L'opinion de sa famille n'a pas de poids. Mais j'avais tort. Angela avait une relation très proche avec sa famille. Ils faisaient toujours des choses ensemble. J'ai sous-estimé la profondeur de ces liens. Même avec les signaux d'alarme qui s'agitaient juste sous mes yeux, j'ai poursuivi avec le mariage. Je pensais que son amour suffirait à équilibrer tout le reste. Mais je ne réalisais pas alors à quel point l'opinion de sa famille façonnait ses décisions. Pourtant, nous nous sommes mariés, avons emménagé ensemble et avons commencé notre vie de couple. Les premières années se sont bien passées. Nous nous entendions bien et notre routine quotidienne fonctionnait. Le seul vrai problème, c'était les visites chez sa famille. Ne vous méprenez pas, je ne m'attendais jamais à être traité comme un roi. Mais il y a une certaine manière dont on s'attend à être reçu quand on est marié à la fille de quelqu'un. Un niveau de courtoisie de base, peut-être même un peu de chaleur. Chaque fois que nous allions chez eux, je sentais que je n'étais pas à ma place. Dès le premier jour, c'était comme entrer dans une pièce où tout le monde avait déjà un avis bien arrêté sur vous. Je pouvais sentir la tension, principalement de la part de sa mère. Elle n'essayait même pas de cacher que je n'étais pas le bienvenu. Son père était plus silencieux, ne disait pas grand-chose, mais son silence en disait long. Il était clair que je n'étais pas l'homme qu'ils avaient imaginé pour leur fille. Ils ne me voyaient que comme un type qui répare des voitures, pas quelqu'un d'assez bien pour leur fille. Ils ne l'ont jamais dit directement, mais on pouvait le sentir. Chaque visite me donnait l'impression de devoir faire mes preuves, comme si j'étais constamment mesuré à une aune dont j'ignorais même l'existence. Et chaque fois que j'abordais ces sujets avec Angela, elle disait la même chose à chaque fois, tu n'as pas à les aimer, juste à les tolérer. Nous ne vivons pas avec eux. Nous ne faisons que leur rendre visite. Au début, j'ai essayé de comprendre son point de vue. Je me suis dit que je pouvais faire semblant chaque fois que nous y allions. Agir comme si tout allait bien et juste supporter ça pour elle. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais au fond, j'ignorais quelque chose d'important, car Angela n'était pas seulement proche de sa famille. Elle était influencée par eux plus que je ne le réalisais. Alors que la carrière d'Angela commençait à décoller, elle gravissait les échelons plus vite que la plupart des gens de son âge. Au début, j'étais sincèrement fier d'elle. Je voyais à quel point elle était dévouée, comment elle faisait de longues heures, et j'admirais sa détermination. Quand elle a eu sa première promotion, je l'ai même surprise avec un dîner et une bouteille de son vin préféré. C'était comme une victoire pour nous deux. Mais avec le temps, les choses ont commencé à sembler moins nôtres et plus siennes.
son nouveau rôle s'accompagnait de plus de responsabilités, et avec cela sont venues des heures plus longues, des réunions Zoom sans fin, des appels professionnels qui empiétaient sur l'heure du dîner, et les week-ends qui nous appartenaient autrefois se sont lentement évanouis dans ces échéances. Ne vous méprenez pas, je ne restais pas les bras croisés. Je dirige mon propre garage. J'ai toujours travaillé dur. La différence est que mon revenu était stable mais modeste. Il couvrait nos factures, mettait de la nourriture sur la table, payait l'hypothèque, et laissait encore de la place pour de petites choses ici et là. Je ne me suis jamais senti en insécurité à ce sujet. Je nous voyais comme une équipe. Elle gagnait plus, bien sûr, mais je n'ai jamais pensé que l'argent changerait la façon dont nous nous voyons l'un l'autre. Il s'est avéré que si. Au début, c'était subtil. Elle annulait des projets parce qu'elle avait une urgence au travail. Je préparais le dîner et je mangeais seul. Nous avions l'habitude de parler de notre journée chaque soir avant de nous coucher, mais cela s'est transformé en elle faisant défiler ses emails professionnels pendant que je restais là, silencieux. Je demandais, tout va bien? Et elle marmonnait quelque chose à propos d'un projet ou à quel point elle était épuisée. Et je la croyais. Je pensais que peut-être une fois que les choses se calmeraient au travail, elle me reviendrait comme avant. Mais ce ne fut pas le cas. Elle est devenue de plus en plus investie dans son travail et de moins en moins investie en nous. Je me suis rappelé que je l'aimais et qu'un mariage a des saisons, certaines hautes, d'autres basses. Mais finalement, j'ai commencé à me sentir comme un étranger dans mon propre mariage. Elle ne semblait même pas le remarquer. Angela et moi essayions d'avoir un enfant depuis un moment. Nous en avions beaucoup parlé avant sa promotion et son avancement de carrière. Alors, quand elle m'a dit qu'elle avait des symptômes de grossesse, j'étais plein d'espoir. Nous avons pris rendez-vous et sommes allés chez le médecin ensemble, tout nerveux et excité. Mais après avoir effectué les tests nécessaires, le médecin nous a assis et nous a donné une nouvelle qui était à la fois décevante et révélatrice. Angela n'était pas enceinte. Évidemment, j'étais triste à ce sujet. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le test négatif. C'était ce qui a suivi. Le médecin, très professionnel et compatissant, a commencé à poser des questions sur la routine quotidienne d'Angela, sa charge de travail et la quantité de repos qu'elle obtenait. Après qu'Angela eut décrit sa semaine type, qui consistait essentiellement en des réunions non-stop, des rapports tard le soir et des emails constants, le médecin l'a regardée et lui a dit calmement qu'avec le niveau de stress auquel elle était soumise, il serait difficile pour son corps de se préparer à une grossesse. Le stress, en particulier celui qu'elle absorbait jour après jour, était un facteur majeur qui pouvait entraver la conception. C'était le retour honnête et scientifique du médecin. Nous avons quitté la clinique en silence. Sur le chemin du retour, je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose comme « peut-être que je dois ralentir » ou « parlons de la façon dont nous pouvons faire en sorte que ça marche ». Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est replongée dans la réponse à ses emails et la prise d'appel comme si de rien n'était. Les jours ont passé et j'ai attendu de voir si elle aborderait les conseils du médecin, mais rien. Pas un seul ajustement, pas même une conversation. Ça m'a blessé parce que nous avions tous les deux dit que nous voulions cela. Nous avions dit que nous étions ensemble là-dedans. Mais soudain, j'ai eu l'impression d'être le seul à porter cet espoir tandis qu'elle l'avait discrètement abandonné. Finalement, je ne pouvais plus le garder pour moi. J'ai choisi une soirée calme et lui ai demandé sans détour si elle prévoyait de faire des changements au travail pour nous donner une meilleure chance de fonder notre famille. J'ai fait attention à mes mots, mais elle ne l'a pas bien pris. Elle s'est immédiatement emportée, me disant que j'essayais de la freiner. Elle a dit que juste parce qu'elle était ambitieuse et qu'elle réussissait bien dans sa carrière, je ne pouvais pas le supporter. Que j'étais menacé par son succès. Et puis elle a dit, mes parents avaient raison à ton sujet. Tu ne corresponds pas à la direction que prend ma vie. Je suis resté assis là, incrédule. Ce qui avait commencé comme une simple conversation sur la planification familiale s'est transformé en une attaque contre ma personne. Je ne comprenais pas comment nous en étions arrivés là. Tout ce que je voulais, c'était avoir un enfant avec ma femme. Tout ce que je demandais, c'était que nous prenions au sérieux les conseils du médecin. Mais maintenant, j'étais dépeint comme peu sûr de moi, contrôlant et indigne, tout ça d'un seul souffle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le problème était plus profond. Elle avait gardé des choses en elle, des choses que j'ignorais même qu'elle ressentait, et clairement l'opinion de sa famille à mon sujet commençait à résonner dans sa voix. Après cette nuit-là, j'ai décidé de ne plus parler d'enfants. Mais éviter ce sujet n'a pas résolu le problème plus vaste. En fait,
cela n'a fait que révéler à quel point le fossé entre nous s'était creusé. Nous avons cessé d'être un couple essayant de construire un avenir ensemble. Nous étions devenus deux personnes vivant sous le même toit, avec des définitions très différentes de ce à quoi notre mariage devait ressembler. Et honnêtement, ce silence entre nous était plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous aurions pu avoir. Après la dispute, j'ai commencé à remarquer des changements chez Angela. C'était comme si elle avait appuyé sur un interrupteur. Elle est devenue très soucieuse de son image presque du jour au lendemain. Soudain, elle était obsédée par la façon dont les gens la voyaient, ce qu'elle portait et avec qui elle se trouvait. Elle a commencé à s'habiller différemment. Elle passait des heures à se préparer juste pour aller boire un verre avec des collègues, même les jours où elle ne travaillait pas. J'ai toujours admiré le fait qu'elle prenne soin d'elle. Mais là, c'était différent. Ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon dont elle a commencé à passer de plus en plus de temps avec ses amis du travail. Même lorsqu'il n'y avait pas d'événements ou de réunions de travail, elle sortait tard en disant qu'elle faisait du réseautage ou qu'elle se détendait. Pendant ce temps, j'étais seul à la maison, me demandant ce qui était arrivé à la femme que j'avais épousée. Notre intimité s'est éteinte doucement. Les conversations sont devenues courtes, presque comme si nous étions des partenaires commerciaux au lieu d'un couple. Ce qui était autrefois des discussions chaleureuses et amusantes sur la vie s'est transformé en échanges froids et sans émotion sur les corvées ou les factures. Puis elle a commencé à me comparer à d'autres personnes. Elle disait des choses comme « Tu sais, Chris vient d'être promu à nouveau et sa femme n'a à s'inquiéter de rien » ou « Peut-être que tu devrais penser à agrandir le garage. » D'autres mécaniciens en font plus. Ce n'étaient pas des suggestions. C'étaient des pics. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé à partir. Presque chaque jour, je me demandais si je devais juste faire mes valises et partir. Le mariage se décomposait clairement, et j'étais le seul à essayer de le maintenir. Mais une partie de moi s'accrochait encore. Je n'arrêtais pas de me demander, que diraient les gens si je partais? Me blâmeraient-ils? Sa famille dirait-elle qu'ils avaient raison? Alors je suis resté et j'ai continué à faire semblant. Nous sortions ensemble pour des événements comme si tout allait bien. Je souriais sur les photos. J'ai joué le jeu tout en sachant que la vie que nous avions était révolue depuis longtemps. Mais une nuit a tout changé. Angela était rentrée tard à nouveau. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Elle a juste enfilé sa tenue de nuit, s'est glissée dans le lit et a commencé à envoyer des textos à quelqu'un. J'étais assis dans le salon. Plus tard, quand je suis entré dans la chambre, elle s'était endormie avec son téléphone encore à la main. L'écran était toujours allumé. Je l'ai pris et j'ai parcouru le fil de discussion qui a confirmé tout ce que j'avais craint. Elle discutait avec le même collègue dont elle disait toujours qu'il n'était qu'un ami. Celui qui appelait à des heures indues, celui pour qui elle sortait pour parler. J'ai fait défiler leur conversation et mon cœur s'est serré. Ils ne faisaient pas que parler. Ils avaient passé du temps ensemble, intimement. Il lui disait de divorcer, qu'elle méritait mieux, d'arrêter de faire traîner les choses. Et le pire, c'est qu'elle était d'accord pour divorcer de moi bientôt. Sa déclaration m'a brisé. C'était comme si elle avait déjà pris sa décision, et que je n'étais qu'un obstacle sur son chemin. Je suis resté assis là en silence, fixant cet écran, ayant l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran. Je les ai toutes sauvegardées. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer de réparer le mariage et que j'ai commencé à me préparer à y mettre fin, selon mes propres termes. Je savais que je ne pouvais plus lui faire confiance. Mais maintenant, j'avais des preuves. J'ai réalisé que je devais penser clairement, car si cette affaire arrivait un jour au tribunal, il ne s'agirait pas seulement de ce que je ressentais. Il s'agirait de ce que je pouvais prouver. Alors j'ai commencé à tout consigner, chaque regard froid, chaque commentaire irrespectueux, chaque fois qu'elle choisissait de sortir tard sans véritable explication. J'ai tout noté tranquillement, patiemment, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je devais me protéger de la tempête que je voyais venir. Un soir, nous nous sommes disputés quand j'ai évoqué l'idée de voir un conseiller conjugal. Elle n'a pas seulement dit non, elle s'est déchaînée. Ses mots étaient méchants, et elle a clairement fait savoir qu'elle n'avait aucun intérêt à sauver notre mariage. Je savais que cette conversation était importante, alors je l'ai enregistrée. Cela peut sembler extrême, mais quand vous êtes marié à quelqu'un qui est déjà émotionnellement parti et qui planifie probablement sa sortie, je n'allais pas être pris au dépourvu une nouvelle fois. Mais je savais que ce n'était pas suffisant.
J'avais besoin d'une preuve irréfutable de l'adultère. Pendant des semaines, j'ai essayé de la suivre les jours où elle rentrait tard. Je surveillais sa localisation, j'attendais près de son travail, et je passais même en voiture devant des endroits où je savais qu'elle aimait aller, mais rien de concluant. Elle était prudente, ou simplement chanceuse. Quoi qu'il en soit, je la manquais toujours. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ça seul, alors j'ai contacté un détective privé. Je lui ai donné tout ce que je savais. Ça n'a pas pris longtemps. Moins d'une semaine plus tard, le détective m'a remis des photos et des clips vidéo. Angela était avec lui. Elle n'essayait même plus de le cacher. C'était tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, j'avais des captures d'écran de leur discussion nocturne, un enregistrement audio de son rejet de la thérapie dans les termes les plus durs, et maintenant une preuve visuelle de son infidélité. Avec tout cela en main, j'ai appelé mon avocat. J'ai demandé le divorce juste avant Thanksgiving. J'avais les papiers en main, mais je ne les ai pas signifiés immédiatement. Au lieu de cela, j'ai attendu. Nous passions toujours Noël chez ses parents. Et s'il y avait un endroit où l'on me faisait constamment sentir petite et malvenue, c'était bien là. Mais cette fois, j'allais me présenter différemment. J'étais sur le point de leur offrir un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Au moment où Noël est arrivé, mon mariage avec Angela était déjà mort. Nous ne faisions que jouer un rôle pour le monde extérieur. Mais derrière tout cela, il n'y avait que silence, tension et distance. L'amour était parti depuis longtemps. Le respect aussi. Mais même avec tout ça, je ne m'attendais jamais à ce que le matin de Noël se déroule de cette façon. Nous sommes arrivés chez ses parents la veille de Noël. C'était la tradition. Mais cette fois, c'était différent. J'étais plus silencieux que d'habitude. Je participais à peine aux conversations. J'attendais juste le bon moment. Puis vint le matin de Noël. Tout le monde était rassemblé dans le salon. Le papier cadeau était déchiré et les cadeaux étaient distribués. Je suis resté assis là, laissant le moment se dérouler. C'est alors qu'Angela s'est approchée de moi, tout sourire, et m'a tendu une enveloppe soigneusement emballée. Elle n'a pas dit grand-chose, elle est juste restée là avec ce regard confiant, comme si elle savait exactement quel genre de réaction elle allait obtenir. Je l'ai ouverte lentement. J'avais déjà une idée, mais même ainsi, le voir de mes propres yeux était autre chose. Des papiers de divorce, déposés quelques jours auparavant. Et alors que je tenais le document entre mes mains, sa famille s'est mise à rire. Ils savouraient le moment, mais je n'ai pas bronché. J'ai levé les yeux vers Angela et j'ai dit, c'est drôle. Moi aussi, je t'ai pris quelque chose. J'ai tendu la main derrière le fauteuil et j'ai sorti une petite boîte cadeau noire. Elle a eu l'air confuse une seconde, comme si elle ne s'était pas préparée à ce que j'ai une répartie. Elle l'a déballée lentement, et au moment où elle a ouvert le couvercle, tout a changé. À l'intérieur de la boîte se trouvaient mes propres papiers de divorce, déjà signés. À côté, il y avait des photos imprimées d'elle et de l'homme qu'elle voyait dans mon dos. Il y avait des captures d'écran de leurs messages privés. Mais ce n'était pas tout. J'ai inclus une clé USB. Je lui ai dit qu'elle voudrait peut-être regarder les vidéos dessus quand elle aurait un peu d'intimité, car ces vidéos montraient bien plus que de simples captures d'écran. La pièce, autrefois remplie de rire, est tombée dans un silence de mort. Personne n'a dit un mot. Le visage d'Angela a perdu toutes ses couleurs. Elle savait que j'avais été silencieux pour une raison, mais elle n'avait aucune idée que je m'étais préparé pour ce moment précis. Je me suis levé lentement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé chaque personne dans cette pièce. Je n'étais peut-être pas ce que votre famille voulait pour elle, ai-je dit, mais j'ai été loyal. Elle m'a humilié plus que je ne peux le tolérer. Nous avons tous les deux eu ce que nous étions venus chercher. Puis j'ai ajouté, on se verra au tribunal. Je me suis retourné et je suis sorti de la maison. La procédure de divorce qui a suivi n'a pas été simple. Angela s'est battue avec acharnement, pensant probablement qu'elle pouvait encore tordre le récit. Elle a dit au tribunal que je n'étais pas un bon mari, a essayé de me dépeindre comme démotivé, émotionnellement distant, tout pour rejeter la faute sur moi. Mais les faits parlent plus que les mots. Les preuves que j'ai présentées de l'adultère, de la négligence émotionnelle et de la manière dont elle m'avait délibérément aliéné dans notre mariage ne laissaient aucune place au doute. Et voici la partie qui l'a le plus piqué. Parce qu'elle gagnait beaucoup plus que moi, elle a dû me verser une compensation financière. Nos biens ont été partagés en deux, mais je suis reparti avec plus que la moitié. Elle n'était pas contente du résultat.
Elle a commencé à appeler mon téléphone constamment, laissant des messages vocaux remplis de colère et d'insultes. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a eu recours à de longs SMS me blâmant pour tout, se moquant de moi, essayant de me provoquer. Je n'ai répondu à aucun. Je n'ai pas nourri sa colère. Finalement, j'ai bloqué son numéro. Ce chapitre de ma vie était terminé. Honnêtement, une fois que tout a été dit et fait, j'ai eu le temps de m'asseoir avec la vérité de ce qui s'était passé. Et je ne vais pas vous mentir, perdre mon mariage n'a pas été facile. On ne passe pas des années à construire une vie avec quelqu'un pour ensuite s'en aller sans sentir quelque chose se briser au plus profond de soi. Même après tout ce qu'Angela a fait, j'ai dû faire le deuil de ce que nous aurions dû être. Cette partie a fait mal. Mais voici ce qui m'a apporté la paix. Je ne l'ai pas laissé, ni sa famille, traîner mon nom dans la boue comme ils avaient clairement l'intention de le faire. Ils croyaient vraiment que j'allais m'effondrer, mais au lieu de ça, j'ai répliqué avec la même force. Je n'étais peut-être pas ce que sa famille voulait, mais j'ai été loyal. Je suis resté fidèle à moi-même et je ne les ai pas laissés m'humilier.